On va plus loin dans l'essentiel à présent avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour. Bonjour. Niagale. Et Charlie Sidbon, chroniqueuse internationale ici à France 24. Bonjour Charlie. Bonsoir. Au sommaire, Moscou dément tout appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président élu des États-Unis aurait, selon le Washington Post, demandé au Kremlin de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine et appelé à une résolution prochaine du conflit. Et puis ce sera jeudi au Stade de France. Emmanuel Macron sera présent en tribune au match France-Israël sous haute tension après les violences survenues à Amsterdam. Le Premier ministre néerlandais y dénonce une violence antisémite pure et simple. C'est à suivre dans l'essentiel. C'est l'une des questions devenues les plus pressantes depuis mercredi et qu'on sait inéluctable, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'Ukraine va-t-elle devoir faire sans l'aide de Washington? Une décision qui signerait la fin probable de la guerre au profit de Moscou. Mais on n'en est pas là. Pour l'heure, on s'interroge. Y a-t-il ou pas eu un contact entre Vladimir Poutine et le futur président tout juste élu? Et pour dire quoi? Alice Broga pour les précisions. Un coup de fil entre Vladimir Poutine et Donald Trump, l'information circulait dans la presse américaine. Mais ce lundi, Moscou dément. Cela ne correspond absolument pas à la réalité. C'est une pure invention, c'est tout simplement une information fausse. Pourtant, selon le Washington Post, les deux hommes auraient bien eu un échange au téléphone. Selon le quotidien américain, Donald Trump aurait conseillé à Vladimir Poutine de ne pas aggraver la guerre en Ukraine. Il aurait également dit vouloir discuter de la résolution de la guerre bientôt. Des propos rapportés alors que les deux hommes se sont dit prêts la semaine dernière à se parler. À plusieurs reprises durant sa campagne, Donald Trump a assuré qu'il trouverait un accord avec la Russie et mettrait un terme à la guerre en moins de 24 heures, sans préciser toutefois comment il s'y prendrait. Les États-Unis de Joe Biden ont dépensé 174 milliards de dollars pour défendre l'Ukraine, mais l'administration sortante craint un désengagement américain sous la future présidence Trump. Nous avons besoin de ressources continues pour l'Ukraine au-delà de la fin du mandat, car la menace contre l'Ukraine demeurera quoi qu'il arrive sur le champ de bataille ou à la table des négociations. Et les États-Unis ne devraient pas renoncer à leur engagement auprès de l'Ukraine et des 50 nations que nous avons ralliées pour défendre l'Ukraine en Europe et en Asie. Sur les 61 milliards de dollars du programme d'aide à l'Ukraine voté en avril, 6 milliards restent à dépenser. Washington a annoncé dimanche que cela serait fait avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. On part à Washington rejoindre Mathieu Mabin. Mathieu, on craint un désengagement total des États-Unis de l'effort de guerre en soutien à l'Ukraine. Alors, la posture générale des États-Unis en Ukraine sous le mandat qui s'annonce être évidemment, je ne crois pas prendre beaucoup de risques en disant qu'il s'agit, à l'exception du dossier de Taïwan, du dossier qui préoccupe le plus les chancelleries occidentales aujourd'hui. Et c'est notamment vrai pour votre côté de l'Atlantique, Raphaël, où les décisions qui seront prises par la Maison-Blanche en janvier vont avoir des répercussions considérables sur la stratégie de défense de l'Union européenne, notamment. L'utilisation des avoirs russes gelés et concrètement la place que le vieux continent veut occuper dans le monde pour les décennies à venir. Si Donald Trump choisit de fermer de manière brutale le robinet de l'aide militaire à l'Ukraine, l'Europe se retrouvera condamnée à assumer ou à abandonner ses rêves, ni plus ni moins. Et pour être un peu plus concret, rien n'indique aujourd'hui que l'Union européenne a les épaules suffisamment larges pour assumer seule la défense de l'intégrité territoriale ukrainienne. Et donc, techniquement, celle de l'Europe. En l'état actuel des choses, si on voulait démontrer que l'Europe est incapable de faire face seule et sur cette base au désaccord actuel à l'intérieur même de l'Union, ce serait plus facile que de se projeter dans la perspective d'un réveil européen magistral qui mettrait Vladimir Poutine en déroute, ça c'est clair. Ça veut dire concrètement que le travail des chancelleries européennes a déjà commencé, un travail qui consiste d'abord à sanctuariser les promesses formulées par l'administration Biden au cours des derniers
derniers mois, repousser au maximum l'échéance de la fermeture du robinet financier américain et ensuite engager un dialogue immédiat avec la future administration américaine, celle de Donald Trump, pour s'engouffrer dans les failles que l'on devine dans le discours de Donald Trump. Personne n'a jamais cru que Donald Trump allait vraiment régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Le seul moyen de le faire, ce serait d'abandonner l'Ukraine à Poutine, tout simplement. Ce qui reviendrait pour Donald Trump à se coucher devant lui, ce qui n'échapperait pas d'ailleurs à l'opinion américaine. Maintenant, Donald Trump hérite de l'Ukraine comme il a hérité en quelque sorte de l'Afghanistan autrefois, et on se souvient de la brutalité avec laquelle il avait soldé le dossier en Afghanistan. Attention, l'Afghanistan et l'Ukraine ne sont pas du tout des dossiers de la même importance. Concrètement, l'opinion américaine ne se souvient de l'Afghanistan que pour l'aspect calamiteux du retrait. Mais un Poutine triomphant, en revanche, menacerait directement l'avenir de l'Amérique. Surtout si, sur le terrain, Vladimir Poutine doit ce triomphe en grande partie à la Chine et à la Corée du Nord. Niagale Bagayoko, pensez-vous que Donald Trump ne peut pas se permettre, vis-à-vis de son opinion publique, de donner le sentiment de capituler face à la Russie, en tout cas de donner à Vladimir Poutine ce qu'il recherche, ou est-ce qu'il pourrait au contraire être tenté de négocier un accord de partage sur la ligne de front actuelle ? Moi, je pense que l'opinion publique américaine ne s'intéresse absolument pas à ce dossier. Donc, elle ne jugera pas que Donald Trump l'a trahi. Elle ne mesure pas, en tout cas son électorat, à mon avis, ne mesure pas la grandeur de l'Amérique, dont le retour lui a été promis, à l'aune du dossier ukrainien. Je pense vraiment que c'est secondaire. Maintenant, en revanche, les acteurs qui aujourd'hui sont sur le terrain, notamment ce retour en force de la Corée du Nord, il faut quand même aussi l'inscrire par rapport à ce qui s'était produit sous le premier mandat de Donald Trump, qui s'était prévalu d'arriver à discuter justement avec tout le monde, y compris avec Kim Jong-un. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Donc peut-être que voir l'acceptation d'un compromis malgré la présence de ce type d'ennemi ne sera pas forcément perçu comme une contradiction avec ce qui a été promis, mais finalement comme s'inscrivant dans la continuité de ce qui a été fait précédemment, y compris vis-à-vis de Vladimir Poutine. Quand même, les liens très ambigus entre les deux hommes existent depuis le début de la campagne de Trump en 2016, d'ores et déjà. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un risque de désaffection de l'électorat américain qui n'attend, à mon avis, absolument pas Donald Trump sur ces dossiers internationaux. Charlie, Donald Trump peut acter des lignes de partage actuelles, donner à la Russie ce qu'elle a déjà conquis, sous peine de passer pour un leader faible aux yeux de son opinion publique, ou bien au contraire, ça n'aura aucune importance. Et puis, est-ce que la Russie elle-même souhaite la ligne de partage actuelle, ou au contraire pousser son avantage davantage encore ? Beaucoup de questions. Alors, comme on vient de le dire, eh bien, il ne s'agit pas pour lui d'une faiblesse, puisqu'il a promis à ses électeurs de ramener tous ces milliards, d'arrêter de dépenser sur cette guerre. C'est ainsi qu'il montre ce dossier ukrainien qui est bien plus important, mais c'est comme ça que les électeurs, beaucoup d'électeurs ont été convaincus par ce type d'argument. Ils veulent régler les questions économiques, les questions d'inflation en priorité, et donc pour eux, ce ne serait pas une défaillance, ce ne serait pas une faiblesse. D'ailleurs, quand il dit « je vais ramener la paix » ou « je vais régler cette histoire en 24 heures », il ne dit pas qu'il va amener la victoire aux Ukrainiens. Il va arrêter de dépenser pour l'Ukraine. Ce qu'a dit d'ailleurs son fils sur X. Il a prévenu le fils de Donald Trump, Volodymyr Zelensky, que ce serait la fin des allowances américaines. Exactement. Donc pour les Trump et pour beaucoup d'Américains, la paix n'est absolument pas égale à la victoire. Mais il est intéressant quand même de remarquer ce premier contact énigmatique. A-t-il eu lieu ou pas ? On ne sait pas. Washington Post qui cite plusieurs sources anonymes. Est-ce qu'il a eu lieu ? Est-ce que c'est un début justement d'un jeu tactique entre les deux ? Vladimir Poutine qui fait dire par M. Peskov que personne ne l'a, c'est de la fiction, personne ne l'a même contacté, que lui se tient prêt, il est prêt à dialoguer. Est-ce que c'est le début de cette discussion, de ce bras de fer ? Oui. Emmanuel Macron lui recevait aujourd'hui le Premier ministre britannique Keir Starmer à l'occasion de la commémoration de l'armistice. Il est resté très ferme dans la volonté des deux pays de continuer à soutenir l'Ukraine. Niagale Bagayoko, parce qu'on fait contre mauvaise fortune bon cœur, ou il y a vraiment, d'après vous, la conviction que l'Europe peut seule continuer à soutenir à bout de bras
l'effort de guerre ukrainien, quelle que soit la décision américaine? Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron, depuis un certain temps, ça n'a pas toujours été cette position de soutien sans aucune ambiguïté, sans aucune réserve à l'Ukraine. Mais depuis qu'il se positionne de cette façon-là, il essaie d'emmener les Européens derrière lui. Et on voit très bien qu'il y a énormément de difficultés face à ça, tout simplement parce que les plus menacés par ce qui se passe en Ukraine sont évidemment les pays d'Europe centrale qui pensent avant tout être protégés par le bouclier otanien et non pas par un investissement accru dans la défense européenne. Et ce n'est malheureusement pas en quelques semaines ou en quelques mois que l'on va construire cette défense européenne que l'on peine à mettre sur pied depuis 1998, c'est-à-dire depuis la déclaration de Saint-Malo franco-britannique, justement, déjà à l'époque. Shirley, les Européens, ils peuvent continuer, même si Washington ne les soutient pas. Ils sont obligés aujourd'hui d'adresser ce message, mais il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Peut-être que demain aussi se rallieront à un éventuel plan de paix de Donald Trump. Quand on voit la difficulté qu'ils ont pour obtenir des résultats en Ukraine, déjà aujourd'hui avec l'aide massive des Américains, on se pose vraiment des questions sur leur capacité pour la suite. Sans cette aide-là, avec finalement un Donald Trump qui essaie de trouver des accords, et sûrement Volodymyr Zelensky qui a tout de suite félicité Donald Trump de son succès, voit tout ce qui arrive, tout ce qui est devant lui, devant son pays, et donc est en train de réfléchir en sachant que peut-être ça ne va pas durer très longtemps juste avec les Européens, donc essayer de négocier quelque chose ensemble qui ne serait pas trop négatif pour son pays. Et en ce moment, sur le terrain, justement, chacun semble se battre pour essayer de trouver cette ligne de démarcation la plus utile pour son pays pour pouvoir négocier et partir d'un pied intéressant pour chaque pays. Absolument. Oui. Non, pardon. Et juste, il y a aussi la question de l'Allemagne, qui est une grande inconnue, enfin en tout cas une grande interrogation, avec cette coalition qui est maintenant condamnée. Que va faire Olaf Scholz? On voit qu'il est quand même pas très allant, lui non plus, et que là encore, sa priorité, ça va être la politique intérieure allemande et construire un instrument de défense européen sans l'Allemagne, c'est aussi très très compliqué quand même. Et la réponse européenne dépendra évidemment de ce que sera la position allemande à l'issue de cette crise. Donald Trump, lui, il a d'autres préoccupations pour l'heure, Mathieu Mabin. Il compose sa future administration. Comment se dessine la transition et les premiers pas, justement, de ce que sera le gouvernement de Donald Trump? Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant que la position de Donald Trump sur le sujet global de l'éducation, qui est le sujet principal du moment, la position de Donald Trump sur l'éducation a un peu sidéré, après sa première prise de parole, un peu tout le monde ici. Il confond un peu l'éducation avec la sacro-sainte freedom of speech, la liberté d'expression absolument fondamentale ici aux États-Unis, et donc par extension les domaines qui touchent à l'information dans sa proposition. Donald Trump semble militer pour une forme de décentralisation de l'éducation, c'est-à-dire une part plus importante d'initiatives allouées aux États. Entendez par là les 50 États. Le futur président, le président élu, voudrait finalement, un peu comme il l'a obtenu de la Cour suprême sur la question de l'avortement, confier plus de prérogatives aux gouverneurs pour ce qui est des contenus pédagogiques et des fonds engagés. Mais attention, ne nous y trompons pas, passer la main aux gouverneurs signifierait aussi pour l'État fédéral, sinon la fin, au moins une baisse significative des contributions financières de l'État fédéral à l'éducation nationale. C'est un sujet brûlant ici. Un moyen donc pour Donald Trump de faire des économies en laissant les États progressistes rédiger partiellement leurs programmes et les États conservateurs subir alors un peu moins les visions pédagogiques de Washington, ce dont ils se sont beaucoup plaints ces dernières années. Sur le long terme, cela se traduira par des fractures culturelles, ni plus ni moins, et je dirais quasi identitaires, encore plus profondes que celles que l'on peut déjà constater, par exemple entre l'État de New York et le Mississippi, pour ne citer que ces deux États. Constatons par là qu'il n'a pas échappé à Donald Trump non plus que le débat interminable sur les théories du genre qui divise aujourd'hui l'Amérique a largement servi
sa campagne et le vote en sa faveur, bien sûr de la part des conservateurs du pays, mais également dans les communautés latino-américaines et afro-américaines, ce qui est beaucoup plus préoccupant, en tout cas pour le camp démocrate aujourd'hui. Diégane Bagayoko, est-ce qu'il faut craindre une dérive illibérale des États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump qui demande au Sénat de lui permettre d'accélérer les désignations? Il est question d'un spoil system très massif, c'est-à-dire d'un remplacement des fonctionnaires, mais qui irait au-delà même de ce qui se pratique habituellement. Oui, bien sûr, et que on voit que Donald Trump a explicitement demandé à ce qu'on le dispense du vote du Sénat pour la désignation justement de ces postes stratégiques, non seulement au niveau ministériel, enfin des différents départements, mais également au niveau des différentes agences. Mais on va jusqu'au niveau des hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les ambassadeurs notamment. Et donc il a demandé au Sénat de pouvoir faire ces nominations sans avoir leur vote qui est prévu par la Constitution. Et les 3 candidats républicains à la présidence justement du Sénat ont tous dit, avec une servilité très inquiétante quand même, que ça ne leur posait absolument aucune difficulté. Donc ça c'est le premier élément qui est très préoccupant. Le deuxième, à mon avis, c'est quand même avant tout pour moi cette alliance avec ce qu'on appelle la mafia PayPal, avec bien sûr Elon Musk qui est le plus visible, mais il n'y a pas que Elon Musk. Il y a aussi David Sachs, il y a Peter Thiel, il y a Ferber. Et si l'on regarde le parcours de ces 4 individus, il est assez éloquent parce que tous viennent d'Afrique du Sud. C'est quelque chose où ils sont passés. Ils n'ont pas forcément la nationalité, c'est notamment pas le cas de Peter Thiel, mais ils ont tous eu une enfance à passer d'une manière ou d'une autre en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est bien entendu le pays de l'apartheid, c'est bien entendu le pays de la ségrégation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de manière globale une... Ça a déteint sur leur vision de la citoyenneté, c'est ce que vous pensez? De la citoyenneté et plus largement, même, je pense, de ce qu'est l'humanité, avec une idée qu'il y a des personnes qui naissent supérieures, qu'il y a des inégalités qui sont naturelles et qui n'ont pas à être corrigées par l'État. Donc, c'est-à-dire l'inverse de la société multiculturelle. Moi, je me demande si, d'une manière générale, au niveau international, on n'assiste pas à une nouvelle chute de ce système qui date des années 90, c'est-à-dire de revenir sur les grands acquis en matière de paix, que ce soit les résultats à la suite de la fin de l'apartheid, mais quelque part le retour sur les accords d'Oslo du côté d'Israël. Je ne sais pas ce qui va se passer en Angleterre non plus. Il y avait ces 3 conflits fameux, Israël, l'Irlande. On a vu ces émeutes racistes aussi en Angleterre qui ont fait peur aussi au-delà des communautés immigrées, parce que l'Angleterre est aussi perçue comme un État impérialiste. Donc ça aussi, je pense que c'est porté en germe dans ceux qui ont soutenu Donald Trump et dont le projet peut être beaucoup plus large que la seule Amérique en réalité. Elon Musk, ces dernières 24 heures, mais il l'a pas fait, il l'a fait pendant toute la campagne, évidemment. Il diffuse très largement ses communiqués de Donald Trump. Vous pensez que sa présence aux côtés de Donald Trump pose un risque pour la démocratie de l'État et pour l'information des Américains? Parce qu'on voit bien, la première déclaration de Donald Trump, elle porte sur la question de la censure de l'information. Il a menacé tous ceux qui, d'après lui, avaient censuré l'accès à l'information. Ça veut dire qu'Internet va devenir un peu à l'image de X, un grand déversoir à nouveau, pour le harcèlement, mais aussi pour la désinformation massive. Shirley Sidmon, il y a un risque? Ça semble assez clair qu'il y a un risque, et également par le non-poste, d'ailleurs, le rôle qu'il joue, présent à côté de Donald Trump dans des discussions téléphoniques cruciales avec des chefs d'État, alors que finalement... Je précise que vous dirigez la Société des journalistes de France 24, et donc vous êtes sur ces thématiques de désinformation, je dirais, très, très vigilante et très présente. Oui, et donc c'est vrai qu'il est à la limite au-dessus d'un poste ministériel. Il est carrément, enfin, on va pas parler de bromance, mais il est une grande figure qui est là à côté de Trump. Évidemment, Trump a le pouvoir et a ses responsabilités, il ne se laisse faire par personne, mais il y a cette omniprésence et il a énormément de respect et presque d'adulation pour Elon Musk. Donc oui, c'est inquiétant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit dans différents conflits. Parce qu'eux, ils disent, il y a eu de la censure. Ils disent, nous, on ne fait que redonner aux Américains la liberté à laquelle ils ont droit. Oui, alors
tout doit il doit avoir une offre très large. Oui. Il ne faut surtout pas... c'est vrai que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que finalement, les comptes individuels et parfois farfelus prennent le dessus parfois sur des médias qui vérifient leurs sources, qui croisent leurs sources. Alors qu'il faut évidemment ne pas censurer des gens sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir une palette qui donne accès et qui donne aussi du crédit à ceux qui croisent les informations et à différentes sources. Donc oui, évidemment, il semble assez clair qu'il y a une menace là. Ah, oui. Pour combien de temps ? Parce qu'on est quand même là aussi face à deux personnalités d'un égocentrisme absolument exceptionnel. Donc pendant combien de temps est-ce que cette alliance va tenir ? Et oui, un mot peut-être, un dernier mot, Mathieu Mabin, d'un personnage central qui semble émerger dans cette administration, la coprésidente de campagne devenue chef de cabinet, Suzy Wiles. Oui, effectivement, son nom peut vous paraître sortir du chapeau, mais en réalité, à 67 ans, Suzy Wiles semble avoir toujours été là. En tout cas, dans la mémoire des observateurs de la vie politique américaine, ici à Washington, Suzy Wiles n'a jamais fait qu'un seul métier, conseiller des hommes politiques américains en campagne. Et ça a commencé tout en bas de l'échelon durant les campagnes de Ronald Reagan. Vous voyez, c'est pas tout à fait d'hier. Je ne vais pas vous dérouler l'intégralité de son CV. Sachez simplement que celle qui sera la 32e secrétaire générale de la Maison-Blanche est devenue indispensable à Donald Trump en 2016, quand elle a chapeauté la campagne républicaine en Floride. Déjà à l'époque, c'est ces choix tactiques qui avaient fait la différence. En tout cas, c'est ce qu'avait remarqué Donald Trump. C'est simple, dans le monde républicain et particulièrement dans le monde conservateur, elle connaît tout le monde. Si Donald Trump devait avoir qu'un seul regret, c'est de ne pas lui avoir confié la responsabilité de créer son administration lors du premier mandat de 2017 à 2021. Vous pouvez d'ores et déjà considérer que les noms qui s'égrènent ces derniers jours pour les fonctions de responsables de l'immigration, les ambassadrices à l'ONU, l'ambassadrice à l'ONU, les numéros 2, 3, 4 de la CIA ou du FBI, tout a été validé par cette dame. À moins qu'elle ne change brutalement de méthode, il y a assez peu de chances pour que vous la voyiez en conférence de presse, ça c'est certain aussi. Et c'est donc vraisemblablement à elle que l'on doit une impression déjà largement partagée par les observateurs ici. L'administration de Donald Trump du deuxième mandat sera beaucoup plus peuplée de technos, fidèles, efficaces et conservateurs que l'était la première administration qui, on le rappelle, avait été intégralement renouvelée à près de 90% au moment où Donald Trump a quitté la Maison-Blanche à la fin de son mandat en janvier 2021. Merci Mathieu Mabin, en direct de Washington. Voilà pour ce qu'on sait, à l'heure qu'il est en tout cas, des intentions de Donald Trump en matière d'équipe. Emmanuel Macron, lui, se rendra jeudi au Stade de France, présence ô combien symbolique pour la rencontre de Ligue de football, Ligue des nations de football entre la France et Israël. Paris accueille les footballeurs israéliens une semaine après les violences survenues à Amsterdam qui ont visé des supporters du Maccabi Tel Aviv. 4000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour l'occasion aux abords du stade à Saint-Denis notamment, mais pas seulement, puisqu'il y aura également un dispositif policier dans le stade même, ce qui est inédit, ainsi qu'en protection, ce sera le RAID, l'unité d'élite de la police, en protection de l'équipe d'Israël. C'était nécessaire, Shirley Sidbon, leur sécurité est menacée ici en France après Amsterdam ? En tout cas, les autorités estiment qu'il faut mettre tout en place pour que ce ne soit pas le cas. Mais oui, il y a des informations qui indiquent qu'il y aurait des groupes qui voudraient en découdre et faire peut-être, on peut dire plus, mieux, que c'est vraiment un mot mal choisi, que ce qu'ont fait certains groupes à Amsterdam. Qui était un mouvement organisé à Amsterdam et non pas en réaction à ce qui peut être perçu comme une provocation des supporters dont on a vu aussi des images. Alors, il y a une enquête qui est toujours en cours, mais d'abord, évidemment, qu'il y a eu des images avec des propos d'hooligans qui sont scandaleuses, inacceptables, bien sûr, mais cela ne justifie absolument pas des violences. Et puis, il y a des indications qui montrent qu'il y a eu des préméditations. Comment est-ce qu'on les a retrouvées juste après ? Et c'est pas forcément les mêmes personnes. On a cherché des Israéliens, on s'est attaqué à des groupes, pas forcément aux personnes qui ont été racistes. Parce qu'il y a eu des cris hostiles à la Palestine, aux Palestiniens, aux Arabes en général. aux Arabes en général, et la minute de
silence qui n'a pas été respecté dans le stade en hommage aux victimes des inondations du sud de l'Espagne. Et puis les drapeaux, palestiniens arrachés. Donc oui, évidemment, mais l'enquête continue et c'est ce que craignent les autorités en France parce qu'il y a justement des craintes d'actes similaires. Et finalement, il n'y aura que 20 000 personnes qui participeraient et qui regarderaient ce match sur place dans le stade. Sur 80 000 places. Hein. Exactement. Un quart alors du stade. qu'il y a 4 000 policiers plus de 1 000 agents de sécurité. Donc finalement, énormément de policiers. Niagali Bagayoko. Aujourd'hui encore, hein, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a qualifié les agressions survenues à Amsterdam d'actes antisémites purs et simples. Certains ont parlé de pogrom. Alors c'est là qu'à mon avis il y a une difficulté, c'est-à-dire que on est face à un tel extrémisme des deux côtés. Enfin, je trouve que c'est plus qu'un incident, ce qui s'est produit en tout cas à Amsterdam. Ça démontre la montée aux extrêmes des deux bords, parce qu'en effet les chants qu'on a entendus du côté des supporters israéliens qui relèvent de hooliganisme, hein, purement et simplement, ça c'est un mot, je pense qu'on peut encore phénomène malheureusement encore généralisé dans le football. Malheureusement très généralisé. Mais à l'inverse, voir des scènes où on interdit à quelqu'un de sortir de l'eau en le sommant de donner son identité. Enfin, on a l'impression que là encore, on repousse toutes les limites, mais je pense que c'est notre devoir, en tout cas, de rappeler tous ces faits. Et quand on voit que le Premier ministre néerlandais, qui est d'un parti d'extrême droite, hein, utilise ce mot de pogrom, là aussi, c'est quelque chose qui est dérangeant. Son obsession, c'est évidemment de lutter contre l'islam, contre les musulmans, mais cette espèce de jeu très trouble qui est actuellement tenté en jouant avec la mémoire, notamment de l'Holocauste et de ce qui l'a précédé, est extrêmement dangereux, à mon avis, y compris pour Israël et pour les communautés juives. Oui, alors je ne sais pas si lui a employé le mot de pogrom, hein, il a parlé de violence antisémite. Mais dans son tweet, il y a le mot. Un dernier mot. Un dernier mot, l'inquiétude, mais c'est vrai qu'il y a de l'extrémisme de deux côtés, mais c'est vrai que la violence n'a aucune justification et il y a une vraie là, elle était en plus place. organisée contre des individus de confession juive. Exactement. De manière très claire. Hein. Et ça n'excuse évidemment en rien les propos qui ont été tenus Absolument. par ses supporters eux-mêmes et qui sont inacceptables. Merci beaucoup. Merci Charlie Sidbon qui était avec nous aujourd'hui. Niagali Bagayoko, comme chaque lundi. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel.